Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, et notamment l'UFCM, qui est une association avec laquelle je travaille depuis longtemps. Je les remercie tout particulièrement parce que je rappelle que parmi ces membres les plus actifs, il y a beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui sont fatiguées, beaucoup de personnes qui donnent de leur temps, beaucoup de personnes qui militent. Et ce qui est intéressant avec cette association, c'est que les gens savent vraiment de quoi ils parlent puisqu'ils le vivent dans leur corps et dans leur chair. Donc je les remercie vivement et je vous invite à faire de même. Comme il vous a été expliqué, moi je suis avocate au barreau de Paris et j'ai commencé ma pratique en tant que pénaliste. Donc vous l'avez de suite compris, moi le cannabis médical, déjà je n'y connaissais rien du tout, mais vraiment rien. Ça prouve à quel point il y a encore quelques années c'était un sujet tabou. Et j'en ai pris connaissance par le volet pénal, ce qui veut dire j'en ai pris connaissance par des personnes qui sont malades, qui ont été arrêtées et qui ont été jugées simplement parce qu'elles sont malades et qu'elles cherchaient à soulager leur souffrance. Et je vais essayer de vous expliquer en quoi tous ces malades font face à un cadre juridique qui maintenant est complètement inapproprié à la réalité. Je vais faire quelques rappels sur le cadre juridique français, mais vraiment très rapide parce que mon collègue l'a fait de façon brillante et je ne pourrais pas faire mieux. Et ensuite, je vous présenterai quelques cas. Très très rapidement, vous le savez tous ici, les bienfaits du cannabis sont connus sur de très très nombreuses pathologies, des pathologies extrêmement lourdes. Aujourd'hui, il y a 33 pays qui l'ont autorisé. Dans les 33, il y a par exemple la France. Ce qui veut dire que autorisé ne veut pas dire que c'est mis en pratique. Sauf à ma part, il y a une quinzaine de pays où les malades peuvent se le procurer de façon assez libre. En Europe, ce qui est intéressant, c'est que la France devient un pays qui est complètement isolé. Et d'un point de vue même géographique, il est intéressant de voir à quel point elle est entourée de pays qui avancent, alors que nous, on retient parce qu'on a cette idée que le chanvre et que le cannabis est quelque chose d'extrêmement dangereux. Sur le cadre juridique, qu'est-ce qui s'applique aux malades, qu'est-ce qui s'applique aux personnes qui se font arrêter? Parce que c'est de ça, moi, que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a d'abord le code pénal et il y a le code de la santé publique. Parce que le cannabis est classé comme plante stupéfiante. Sur quel fondement sont poursuivis les malades? Ils sont poursuivis à même titre que n'importe qui. Ils sont poursuivis, et ça c'est très important, lorsque ce n'est pas uniquement usage, mais ça j'y reviendrai après, lorsque c'est acquisition et détention, ils sont poursuivis avec le même article que les dealers. C'est l'article 222-37 qui liste tout, enfin, c'est un article fourre-tout. Transport, détention, offre, cession, acquisition, emploi, ils sont punis de 10 ans d'emprisonnement. Donc les malades qui sont arrêtés risquent 10 ans d'emprisonnement et 7 500 000 € d'amende. Ils peuvent aussi être poursuivis sur le fondement du code de la santé publique. Et c'est là que le côté médical, santé, apparaît quand même. Parce qu'on considère que l'usage, c'est peut-être moins grave qu'aller trafiquer. Donc l'usage est puni d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Mais quand même 1 an d'emprisonnement. Là, une toute petite incise, la Cour de cassation a dit on ne peut pas poursuivre une même personne pour usage et détention. Parce qu'évidemment, lorsqu'on fait usage, on détient le cannabis, évidemment. Et que dans un cas, on risque 1 an, et dans l'autre, on risque 10 ans. Bon. Mais il y a quand même énormément de cas, et moi j'en vois constamment, où les tribunaux disent, puisqu'ils ont le droit de dire que dans ce cas particulier, ils vont quand même appliquer la double incrimination. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Je leur explique, mais écoutez, la Cour de cassation vous a dit, vous ne pouvez pas poursuivre pour usage et détention. Parce qu'évidemment, lorsqu'on fait usage, on l'a entre les mains. Non, mais ce cas particulier fait que je poursuis, ce qui fait que les personnes encourent 10 ans de prison. Qu'est-ce qui peut arriver aux personnes qui sont poursuivies? Et quel est l'enjeu, en fait? Parce qu'on ne condamne pas des personnes pour rien. Donc là, c'est un petit peu de philosophie du droit, mais c'est important pour comprendre le combat que l'on mène avec les malades devant les tribunaux français. Donc pour être condamné, il faut que l'infraction ait été commise. Donc là, en l'espèce, il faut avoir fait usage, ou il faut avoir détenu, il faut avoir acquis une substance qui est interdite en droit français. Mais surtout, il faut que la personne soit responsable. Et la peine que l'on applique, ce n'est pas simplement pour faire tomber un coup près, c'est évidemment pour sanctionner la personne qui ne respecte pas la loi, mais il faut aussi que ça ait un sens pour la société. On protège la société, on ne condamne pas quelqu'un pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour l'instant, devant les tribunaux, ce qu'on obtient le plus souvent, alors que j'ai écrit jurisprudence acquise, et je regrette un petit peu parce que ce n'est pas du tout acquis.
c'est tous les jours un combat. C'est ce qu'on appelle une dispense de peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne est reconnue coupable. On dit oui, vous avez enfreint la loi. En même temps, c'est compliqué de dire le contraire lorsque la personne est arrêtée avec un produit stupéfiant. Mais on considère quand même que vous ne portez pas atteinte à la société, que vous êtes reclassé, donc ce qui veut dire que vous n'aurez aucune peine. Et ça, philosophiquement, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on reconnaît que vous ne portez pas atteinte à la société. Et d'un point de vue purement pratique, ce qui est aussi intéressant, c'est que les personnes n'auront pas cette mention inscrite à leur casier judiciaire. Parce que tout de même, les malades qui sont condamnés ont ensuite un casier judiciaire. Et ça, pour la continuité de leur vie, c'est quand même un frein important. Le combat qui est mené, c'est d'arriver, dans certains cas, puisque ça ne peut pas s'appliquer à tous les cas, à faire reconnaître l'irresponsabilité pénale. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Pour condamner quelqu'un, il faut que cette personne ait enfreint la loi, mais il faut surtout qu'elle soit responsable. C'est l'article 122.7 du Code pénal. Il y a plusieurs cas, par exemple, si une personne est atteinte d'un trouble psychique grave, si elle agit sous contrainte, si elle a commis une erreur qu'elle ne pouvait éviter. Mais il y a un autre cas intéressant, ce qu'on appelle l'état de nécessité. Pour que vous compreniez, ça a été créé, donc par la jurisprudence, ce sont les tribunaux qui l'ont inventé, dans le cas où une mère a volé du pain pour nourrir ses enfants. Elle mourait de faim, ses enfants allaient mourir de faim, elle a volé du pain. On a décidé qu'elle ne serait pas condamnée, qu'elle ne pouvait pas être poursuivie, qu'elle n'aurait pas de peine. Parce que c'était pour sa propre survie qu'elle a enfreint la loi applicable. Donc pour réussir à appliquer l'état de nécessité, il y a plusieurs critères. Je vous liste maintenant, j'y reviendrai plus tard, dans un cas qui est, pour moi, peut-être le cas le plus emblématique de l'absurdité du système pénal en France. Il faut que le danger soit réel. C'est-à-dire que vous couriez vraiment un danger pour votre vie, qu'il soit actuel ou imminent, que votre réaction soit nécessaire et qu'elle soit proportionnée au risque qui est encouru. Là, ça paraît un petit peu théorique, mais vous allez voir en pratique ce que ça donne. Maintenant, ce qui est sans doute le plus intéressant, c'est la présentation des cas. Je voudrais commencer par dire que moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées sont atteintes de pathologies extrêmement lourdes, et que si elles font le choix de se soigner au cannabis médical, si elles font le choix d'enfreindre la loi, c'est parce que c'est un choix vital pour elles. Vital au sens de leur survie, vital au sens de leur insertion dans la société, du fait de pouvoir travailler ou pas travailler, etc. Et que le combat, donc, c'est évidemment d'obtenir des dispenses de peine et à terme, dans les cas vraiment emblématiques, d'obtenir la reconnaissance d'un état de nécessité. Le premier cas, c'est le cas du très mystérieux Bertrand R. qui a deux pathologies très graves, très lourdes, et qu'il portera toute sa vie. C'est le virus d'immunodéficience acquise et l'hépatite C. Donc double pathologie. Et en plus, pour un petit peu corser les choses, ce malade est intolérant aux antirétroviraux. Vous allez me dire, la situation devient médicalement très très compliquée pour lui. En effet, elle était très compliquée. Donc là, on est dans un cas typique d'une personne qui, pour sa survie, a fait un choix, le choix d'enfreindre le droit français. Parce qu'il a compris, il y a une quinzaine d'années, que le cannabis lui permettait d'atténuer les pathologies liées à sa maladie et les pathologies liées au traitement qu'il devait prendre pour ne pas décéder des maladies dont il est atteint. Cette personne a été interpellée en pleine rue, a fait 26 heures de garde à vue. Pour les non-juristes, la garde à vue, la règle de base est une garde à vue de 24 heures qui doit être prolongée. On ne prolonge pas pour rien, il y a des critères légaux. Dans ce cas-là, la garde à vue a été prolongée, et c'est écrit dans le dossier, pour trouver l'origine de sa séropositivité. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que ce n'est pas un critère légal écrit dans la loi. On peut s'en réjouir. Il y a un médecin, puisque lorsqu'on est placé en garde à vue, on a droit de faire venir un médecin. Un médecin a été appelé, qui a constaté que la personne était
dans un état de santé très très dégradé, notamment prise de vomissements, de spasmes, etc. Et c'est là que je mène un petit peu un combat contre les médecins qui travaillent avec la police et qui sont souvent appelés dans le cadre de garde à vue. Il a considéré que le maintien de la garde à vue était compatible avec l'état de santé de la personne. Et il a aussi permis donc la prolongation de la garde à vue, 26 heures. 26 heures et la saisie de tout le traitement de cette personne, ce qui fait que lorsqu'elle est sortie, elle a dû arrêter la trithérapie qui était en cours, elle a perdu une quinzaine de kilos, et personnellement, alors moi j'ai l'habitude, je commence à avoir l'habitude malheureusement d'avoir des clients qui risquent de mourir parce qu'ils sont prisonniers politiques dans des pays qui sont de graves dictatures. Là je me trouve en France et je me demande si un de mes clients va survivre ou pas à une garde à vue sur le sol français. Donc là évidemment on a mené le combat. On a mené le combat et on a tenté de faire reconnaître l'état de nécessité qui, je vous spoil de suite, n'a jamais été reconnu. Bertrand a été dispensé de peine, mais les tribunaux français, pour l'instant, refusent de reconnaître que son état de santé constitue un état tel que par nécessité, il doit enfreindre la loi. Alors on a fait tout valoir, hein, et tous les critères ont été rejetés, mais les uns après les autres, et c'est écrit parfois de façon un peu cynique par les juges français. Alors déjà, il faut comprendre dans quel contexte on se trouve, c'est que les juges, souvent, ils n'y connaissent rien du tout, mais alors rien. Par exemple, en cour d'appel, il y a un juge qui lui a demandé pourquoi vous ne soignez pas au Subutex. Alors là, on se dit, mais par où on commence, en fait? Par où on commence? Parce que là, il faut vraiment ne rien connaître à cette problématique, et même à la problématique des malades, à la problématique des... Enfin, à tout. Et les audiences ont duré extrêmement longtemps, parce que normalement, ce sont des cas comme ça dure 15 minutes, et puis non, là, ça a duré des heures. Parce qu'il faut expliquer. Parce que ce combat, c'est déjà d'accompagner les malades, mais c'est aussi, à chaque juge que l'on croise, et à chaque personne que l'on rencontre, leur expliquer la réalité. Donc les juges ont compris et l'ont dispensé de peine. Par contre, ils n'ont pas reconnu l'état de nécessité. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est très cynique. Parce qu'ils ont dit, oui, le danger, oui, il est réel. Par contre, il n'est pas actuel. Parce que s'il ne peut pas prendre son traitement au cannabis tout de suite, donc il doit arrêter sa trithérapie, il ne va pas décéder de suite. Et nous, on a fait valoir que c'était une réaction qui était proportionnée. Proportionnée à quoi? À l'état de la pharmacopée française. On nous a dit non, il y a plein d'autres médicaments qui sont disponibles, il n'a qu'à se traiter avec autre chose. On explique que ça fait 30 ans qu'il est malade, on avait, je pense, le dossier médical le plus fourni que j'ai jamais eu. On leur avait expliqué que quand même, il ne peut pas faire autrement. Plusieurs médecins l'avaient attesté. Et nous, on nous a dit non, il n'a qu'à aller chercher n'importe quel autre médicament, alors qu'il sait. Ça, il faut faire confiance au patient. Il sait que ce n'est pas efficace pour lui. L'autre cas est le cas de Béatrice. Béatrice, c'est une personne qui est tétraplégique depuis 15 ans et qui, pendant très longtemps, a été atteinte de douleurs neuropathiques aiguës, qui se soignait avec des médicaments chimiques, qui n'étaient plus que l'ombre d'elle-même, un zombie. Et un jour, elle a entendu parler du cannabis. Donc elle a décidé de demander à son conjoint d'aller lui chercher ça dans les cités, parce que c'est ce qui se passe aussi. Hein. Non, mais les malades, ils se retrouvent à aller acheter, il y a des dealers, etc. Hein. Et ce sont des choses qu'ils ne veulent pas faire. Et puis, puisque ça coûtait un petit peu cher et que pour elle, ça a eu des effets fantastiques, elle a décidé de planter quelques pieds dans son jardin. Et là, c'est un voisin qui, passant, l'a dénoncé. Dénoncer une tétraplégique. Hein. Voilà où on en est. Donc elle a été poursuivie pour usage de stupéfiants. Pour la petite histoire, elle a été placée, donc lorsque les gendarmes sont arrivés chez elle, ils arrivent, cow-boys, puis ils se rendent compte qu'ils sont quand même une tétraplégique en face d'eux, ils sont un peu emmerdés. Et donc ils la placent en garde à vue chez elle, puisqu'elle ne peut pas être déplacée, et les gendarmes lui ont roulé un joint et l'ont fait fumer. Et ils se sont excusés platement en disant, on a l'ordre de vous poursuivre, mais si ça ne tenait qu'à nous, on ne le ferait pas. Donc on comprend, donc on est humain, donc voilà. Donc Béatrice, elle a été jugée, donc pour usage, elle a été dispensée de peine. Son compagnon, puisqu'évidemment elle était tétraplégique, elle était aidée, lui, il a été, donc pour usage, elle encourait 1 an. Son compagnon qui lui l'aidait a été jugé pour détention, il encourait donc 10 ans. Elle a été dispensée de peine, donc pas de casier, enfin c'est pas inscrit son casier, et lui a été condamné à une amende avec sursis, donc casier.
Dans ce cas-là, c'est une anecdote un petit peu marrante, mais qui montre à quel point on marche sur la tête. Ils étaient tous les deux convoqués dans le cadre de ce qu'on appelle la comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité. En gros, c'est le plaidé coupable à la française. Ils viennent voir un procureur, et le procureur dit « Bon, vous nous faites un petit stage ». Il dit « Non, non, Elle a dit, moi je ne ferai pas de stage, parce que moi je vais sortir, je vais reconsommer, je vais continuer, je suis malade. Donc là on passe 1 heure à lui expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'elle est malade, il ne connaissait pas la question, j'amène mes jurisprudences, il dit, bien sûr, je la dispense de peine. Greffière, s'il vous plaît, tapez, donc il avait un formulaire, tapez que je la dispense de peine. Et là sa greffière qui regarde disait, monsieur le procureur, il n'y a pas la case dispense de peine. Ce n'était pas mis à jour. Donc il lui dit, bon, écoutez, je vous mets un petit stage, une petite amende avec sursis. Je lui dis, mais non, bien sûr que non, on refuse. On refuse parce qu'elle ne veut pas de casier, et parce qu'on veut obtenir une dispense de peine. Comme on a dû refuser cette procédure, qui est quand même une procédure qui est moins lourde pour la personne poursuivie, on a dû aller ensuite devant un tribunal, elle a été jugée, elle a été dispensée de peine. Ce qui veut dire, pour une histoire de case, elle est passée devant un procureur et ensuite devant un juge. J'espère que la case a été mise depuis, je ne suis pas très sûre. Et enfin, le cas de Sébastien. Lui, Sébastien, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pathologie psychologique. Il est atteint d'hyperactivité assez forte. Il a vécu aux Pays-Bas pendant longtemps, et un psychiatre lui prescrivait aux Pays-Bas des médicaments à base de cannabis. Il est rentré en France, il a décidé de continuer son traitement. Et il a été arrêté, perquisition chez lui, on a trouvé les pieds, on l'a pris pour un gros gangster, on se rend compte que c'est un malade. À chaque fois, mais les policiers sont vraiment confus, mais les procureurs, eux, quand même, comme ils n'ont pas compris encore la différence entre stupéfiant et cannabis médical, ils veulent vraiment poursuivre, parce que c'est pas bien, mais de détenir du cannabis chez soi en 2018. Lui était poursuivi pour acquisition, détention et usage, donc il encourait 10 ans. Et il y a eu un premier procès en septembre 2015, il a été dispensé de peine. Parce qu'on a apporté tout le dossier médical en disant, il y a quand même un psychiatre qui lui a prescrit ça, on peut juger qu'il sait ce qu'il fait, lorsqu'il s'automédique. Très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'affaire est complexe, mais Sébastien a été rejugé le 8 janvier 2018 pour des faits connexes. En gros, pour la première affaire, on l'avait jugé pour quelques pieds chez lui, pour la deuxième affaire, on l'a rejugé pour 5 grammes de hashish qui avait été oublié. Donc on le rejuge. Juridiquement, ils peuvent le faire. Et là, le même tribunal, exactement le même tribunal, l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis. Donc c'est pour vous dire, lorsqu'au début je disais que la dispense de peine, c'est une jurisprudence acquise, en réalité, ce n'est pas une jurisprudence acquise du tout. On doit se battre tous les jours. On doit même se battre devant les mêmes tribunaux qui, d'une année sur l'autre, décident de changer leur position. En conclusion, vous comprendrez que c'est un combat juridique qui doit être mené pour que le droit change, parce que le droit, ça change par la loi, mais ça change aussi par la façon dont les juges l'appliquent. Et c'est aussi un combat qui doit être mené pour limiter l'impact que ces procédures ont sur les patients. Comme je l'expliquais aussi, à chaque fois qu'on se retrouve dans un procureur, un juge ou des policiers, en fait, on éduque les consciences, on leur explique. On leur explique face à eux, ce sont des malades, que la pharmacopée française n'autorise pas ça. Enfin, on devrait avoir le Sativex depuis 2014, on n'a rien. Moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est vous devez comprendre que le temps des patients, ce n'est pas le temps de la politique, ce n'est pas le temps des lobbying. C'est le temps des patients, c'est maintenant tout de suite que la souffrance doit s'arrêter ou doit être diminuée. Donc la prochaine étape, qui sait, si en France on n'arrive pas à gagner, peut-être qu'on devra aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir tous les droits consacrés par cette Cour. Je vous remercie.